et financiers quand on se développe sur un nouveau marché. Cet atelier vous est présenté dans le cadre de la Team France Export, tout comme tout le reste des rendez-vous de l'international sur les territoires anti-Guyane, donc Guadeloupe, Martinique et Guyane, pour la première fois sous cette forme. Alors, qu'est-ce que la Team France Export? La Team France Export, c'est une équipe d'accompagnement des entreprises à l'export qui est mutualisée entre la CCI, les Business France, BPI France et les territoires, les régions. Donc, en ce qui nous concerne, en Martinique, c'est la collectivité territoriale de Martinique. En Guadeloupe, c'est la région Guadeloupe. Et en Guyane, c'est la collectivité territoriale de Guyane. Notre objectif est de vous permettre de vous développer à l'international de façon organisée. Donc, on vous accompagne à toutes les étapes de votre développement à l'international. Tout d'abord, pour structurer votre projet avec un diagnostic export, on analyse l'entreprise et on vous permet de valider qu'il existe un réel potentiel de vous développer à l'international. On a aussi des outils d'information qui vous permettent d'obtenir des informations à valeur ajoutée sur chaque marché sur lesquels vous souhaitez vous développer. Et on organise des formations export pour que vous acquériez les connaissances nécessaires pour vous développer à l'international. Dans un deuxième temps, on vous permet de prospecter et de vendre. Donc, on vous permet d'identifier les acheteurs, d'identifier des prospects à l'étranger, de communiquer à l'international et de démarrer sur un marché. Enfin, on vous permet d'accélérer votre développement via 3 outils. Donc, transformer sur un marché, passer à la signature d'un contrat, recruter un VIE, donc un volontaire international dans l'entreprise. C'est un dispositif spécifique pour permettre à un jeune de travailler pour vous à l'étranger. Ou on vous permet également de participer à des programmes d'immersion ou d'accélération sur des marchés étrangers. Aujourd'hui, nous accueillons le Crédit Agricole, donc l'équipe du Crédit Agricole dans son entièreté, puisque nous avons avec nous Yannick Etienne, Maëlia Poulaï, qui sont au Crédit Agricole Martinique-Guyane, et Christine Adams, qui est basée à New York et qui est correspondante au Crédit Agricole également. Je vais leur laisser la parole pour vous présenter cet atelier qui est dédié aux outils bancaires à l'international. Merci Vanessa. Donc effectivement, Maëlia, je suis Yannick Etienne et je suis chargé d'affaires développement international au Crédit Agricole de Martinique-Guyane. Je suis accompagné pour ce jour de Maëlia Poulaï et pendant une quarantaine de minutes à peu près, nous allons balayer ensemble les principaux concepts et principes à garder en tête quand on est un chef d'entreprise et qu'on cherche à se développer à l'international. Puis, on pourra bénéficier de l'expérience de Christine Adams, qui est basée à New York pour le Crédit Agricole, sur son accompagnement des sociétés, notamment françaises, sur le continent nord-américain. Alors, l'objectif du jour, c'est vraiment de répondre à cette question et c'est ce qu'on tentera de faire. Donc, il ne faudra pas hésiter à poser des questions sur le chat. C'est comment votre banquier peut-il vous aider dans votre projet à l'international et quand le solliciter. La deuxième partie est très simple. Quand? À tout moment et le plus tôt possible. Vous le verrez tout au long de cette présentation. Dès la germe, vous pouvez leur parler à votre banquier. Nous travaillons en parallèle notamment de Team France, puisque nous ne sommes pas sur les mêmes sujets, mais nous pourrons vous orienter vers les meilleurs dispositifs. Et le comment, vous allez le voir pendant la présentation. Le périmètre est assez large. Nous avons voulu le faire le plus exhaustif possible avec une configuration d'implantation à l'étranger, mais aussi commercer depuis son pays domestique, donc soit en important, soit en exportant. Donc, on a recensé, pour que ça soit le plus visuel possible, les principaux besoins, les grandes familles de besoins quand on se développe à l'international, en commençant par la prospection et l'implantation. Vous avez déjà compris que sur cette partie-là, on aura vraiment du Team France. La sécurisation de vos transactions, c'est le cœur de métier de la banque. Financer votre développement, aussi un métier phare, et optimiser votre trésorerie. Alors, il faut vraiment voir cette présentation comme non linéaire, car il y a des sujets qui vont revenir au fur et à mesure des slides, notamment si on parle de la problématique de change.
on l'aura sur les 4 cadrans, parce que c'est quelque chose, c'est un point à garder en tête dans toutes les actions qu'on fait quand on veut se développer à l'international. Ça fait partie de ces points, comme la sécurisation des transactions. Donc, gardez en tête qu'il y aura des principes et des concepts que vous allez revoir au fil de l'eau dans cette présentation. On commence par prospecter et s'implanter, puisque c'est par là que tout commence. Alors, qui vont répondre aux questions du pourquoi et du comment. Alors, le pourquoi, on va vous laisser travailler avec notamment avec Business France, avec la CCI de Martinique et puis la BPI pour voir pourquoi vous voulez aller sur un nouveau marché. Nous aussi, nous pouvons faire du conseil sur cette partie-là, mais les dispositifs publics sont extrêmement performants sur le sujet. Donc, on va se focaliser sur le comment. Et le comment, c'est au travers de notre réseau de desks internationaux, dont Christine fait partie. Ça sera le financement en France et international, c'est-à-dire le conseil en opération de haut bilan, la fusion-acquisition et puis les conseils en développement international. Donc, on va répondre à ces questions sur prospecter, vous implanter, c'est le comment, beaucoup plus sur notre partie, comme vous le voyez sur ce slide. Alors, on va faire juste un point sur la croissance organique ou croissance externe. C'est une des questions que les chefs d'entreprise se posent quand ils veulent se développer. Quel véhicule j'utilise? Donc, croissance organique par la création d'une filiale ou un autre véhicule. Ça peut être une succursale, ça peut être une JV. On va prendre aujourd'hui on va faire dans le basique. Vous n'hésiterez pas à vous rapprocher de vos conseillers pour plus de détails. Et puis la croissance externe, le rachat d'une société existante sur un marché cible. Donc, les objectifs sont assez similaires dans les deux cas de figure. En termes de besoins, il faut financer les dépenses d'investissement, c'est-à-dire de démarrage, donc les dépenses matérielles, frais d'études, déplacements, formation, recrutement, prestataires juridiques, fiscaux. Donc, tout ce qui est lié à vraiment l'implantation. On est dans la création organique, la création d'une filiale. Il faut s'assurer de son tissu juridique, de là où on va, de son tissu fiscal, des statuts, de son écosystème. Et puis les dépenses matérielles, où est-ce qu'on l'immobilier, les équipements productifs, les flottes de transport. À cet investissement initial, il faut que l'entreprise puisse tourner. On arrive sur le bas de bilan et c'est doter l'entreprise d'une autonomie financière qui puisse lui permettre de faire face à son besoin en fonds de roulement. Donc, c'est le financement initial et le financement du fonds de roulement avec un niveau de dette qui soit acceptable pour cette structure sur ce marché. Voilà. Alors, comment on organise ce type de financement sur une croissance organique avec votre banque domestique? Votre premier partenaire, je vous l'ai dit, ça sera toujours dans le temps, ça sera votre banquier principal sur ces sujets, qui va compléter son expertise par des spécialistes comme moi ou comme Christine Adam sur des marchés cibles. Et puis, il y a BPI France, BPI Financement, qui vient d'accompagnement. Et puis, directement sur les marchés cibles, les banques sur place, avec qui on a des partenariats, avec qui votre banque domestique a un partenariat, ou les filiales aussi succursales de votre banque. Dans le cas du Crédit Agricole, on est sur un réseau qui est assez élargi, et donc c'est assez facile pour nous de vous mettre en relation avec nos filiales ou avec des banques partenaires. Question fondamentale, vaut-il mieux financer depuis la France des besoins à l'étranger? Alors, comme tous les sujets de l'international, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de cas d'école. En fonction du stade de maturité, de l'appétence au risque du chef d'entreprise et surtout de la localisation où on va faire du cas par cas. Et c'est donc le conseil qui est vraiment le nerf de la guerre dans la relation bancaire sur ces sujets. Donc, en termes d'atouts, pourquoi financer depuis la France? Les atouts, c'est le coût, notamment. Vous aurez noté que les taux d'intérêt en Europe, malgré l'inflation et les relèvements de taux d'intérêt de la BCE, restent tout de même plus attractifs que un certain nombre de marchés, notamment les États-Unis. Si on reprend
trésorerie à 10 ans, on doit être à 3,50. Sur l'OAT, sous le bonds allemand, plutôt, on est plutôt à 2,50. Donc, il y a une différence de près de 100 points de base. Donc, il reste plus avantageux, en tout cas, quand on est en européen, notamment français, de se financer sur son marché domestique et de faire un apport en compte courant ou de faire une injection directe. Alors, juste pour remonter la slide d'avant, financement depuis la. Voilà. Un accès au crédit bancaire plus facile que sur la filiale, c'est normal. Vous avez un historique avec votre banquier. Il a Volias, vous avez créé un courant d'affaires, vous avez créé de la confiance. Donc, le financement, en tout cas l'octroi de financement, sera notamment plus facile, surtout si vous l'avez fait en amont. Vous aurez travaillé ensemble au business plan, notamment pour la filiale, et donc il connaîtra le dossier. Ça sera beaucoup plus facile qu'une filiale qui est créée ex nihilo sur un marché local, qui ne connaît pas les dirigeants, qui ne connaît pas le pays d'origine de cette filiale et qui n'a pas d'historique d'activité. C'est aussi basique que ça. Et puis, on a la capacité de prêter soit en euros, soit en devises en fonction de la stratégie de couverture qu'on pourra mettre en place. Et on a les coûts de financement possibles avec Bpifrance. Alors, les limites, c'est les flux de remboursement, effectivement, en fonction des marchés et aussi en fonction du type de financement qu'on a octroyé, si on l'a fait en devise ou si on l'a fait en euros. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte dès le départ pour mettre en place le meilleur mécanisme. Et on a bien évidemment le risque de change sur la filiale, puisqu'il y a peu de change, sauf à rester en Europe, l'espace euro, votre société cible et votre nouvelle filiale sera probablement sur un marché qui ne sera pas euro. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, ensuite, financement depuis l'étranger, ben, ça sera à peu près le pendant. Pas de risque de change sur la filiale, c'est le principal atout. Ça permet de développer l'autonomie financière de la filiale. C'est vrai conceptuellement, mais pour les raisons que j'expliquais plus tôt, c'est assez compliqué à mettre en place dans les 2 premières années. En général, sur les systèmes hors France, sur les systèmes de scoring qui sont liés à l'historique de dette et de fonctionnement. Donc, il faut un track record minimum de 2-3 ans pour qu'on puisse avoir la confiance de banquier. Quelle que soit l'entreprise et la robustesse de son business plan, on ne se connaît pas, on va apprendre à se connaître. Et donc, on a pour se connaître, on vous demandera des garanties, on le verra plus tard, que la filiale ne pourra pas octroyer. Et puis, ça évite les contraintes de fiscalité, de réglementation transfrontière. Les limites, ben, c'est l'accès au financement, comme je viens de détailler, et puis des taux d'intérêt et de marge qui sont plus élevés. Pas souvent, mais très fréquemment, largement plus élevés que ce qu'on retrouve en France aujourd'hui. Les instruments financiers disponibles, on va aller vite dessus, mais ils sont classiques et vous les connaissez en général. Ce sont les prêts bancaires, les crédits syndiqués. Ce qu'on connaît moins et qu'on a du mal à développer en France, c'est les levées de fonds propres, les garanties bancaires de votre banque, les garanties internationales, notamment celles émises par Bpifrance. Et puis, directement sur place, idem, les prêts bancaires, et puis quelques façons de se financer différenciantes comme le leasing immobilier ou le leasing mobilier. On va aller sur la partie croissance externe et revoir les principaux besoins. Donc, toujours le financement de l'acquisition, où là, pour le coup, on a une société cible à acheter. Donc, il y a un prix, il y a une négociation avec un vendeur, donc il faudra financer cette acquisition. Il y aura aussi les dépenses qui sont en amont, qui peuvent être prises en charge par notamment les dispositifs publics du type PPI, comme les frais d'éthique de déplacement, de formation, recrutement. Et puis, comme pour une société en croissance organique, le roulement de cette société pour qu'elle puisse être autonome le plus rapidement possible et les investissements matériels et immatériels. On l'a mis, c'est parce que ça peut être le cas, qu'on rachète une société, on rachète le titre d'une société, c'est aussi renégocier la dette bancaire existante de la cible, qu'on peut faire soit en euros, soit en devises. Voilà. Donc, les moyens seront à peu près les mêmes, prêts bancaires, garanties, crédits syndiqués, levée de fonds.
Il y a un fonds qui est très intéressant, notamment chez BPI, c'est le fonds Bulldog, où c'est des prises de titres minoritaires pour des sociétés qui vont à l'international. C'est pas mal parce que c'est assez structurant, c'est rassurant aussi pour les banques. Il faut savoir aussi que les sociétés qui disposent d'une garantie ou d'un accompagnement de BPI ou de Team France sont vues avec de façon, on est un peu plus rassurés, nous banquiers, surtout qu'on ne les connaît pas encore. On est assez rassurés parce que ça nous permet d'avoir un double regard sur le dossier. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces dispositifs, notamment le fonds Bulldog qui a quelques années maintenant et qui est assez intéressant en termes de structuration pour les croissances externes. Donc, on va revenir sur les principaux risques. On les a un petit peu déflorés au tout début de présentation, mais la couverture du risque de change, les risques fiscaux et réglementaires et le risque de défaut de la filiale. À tout risque, en général, les banquiers, on pense à peu près à tout, on a des solutions. Donc, notamment sur la dette bancaire, sur les taux de remboursement, la capacité à vous orienter notamment sur les risques fiscaux et réglementaires vers des experts du marché cible, et puis tout l'ensemble des dispositifs de garantie. Donc, toujours garder en tête là où vous allez, les différences culturelles, avec une réglementation qui est spécifique, qui fait que le défaut de la filiale, le défaut de la société que vous allez acheter n'est pas le même que sur votre marché domestique. Et pour ça, on doit y penser en amont et mettre en place quelques sûretés. Donc, en conclusion, ce que je disais, le conseil, en parler à votre banquier le plus tôt possible de vos projets de croissance externe ou organique, afin que, en parallèle du BP, et ça c'est le pourquoi je vais, qu'on puisse structurer ensemble le comment, avec notamment des gens comme Christine qui fera une présentation sur la partie nord-américaine, mais quel véhicule juridique utiliser, quel partenaire bancaire en local on va utiliser, quel schéma de financement intermédiaire ou direct en devises, en euros, quelle sécurisation des transactions, mais Maëlia, vous pouvez exposer de suite. Donc, toutes ces réflexions, elles se font vraiment dans cette partie-là, sachant qu'on peut toujours ajuster, mais quand on parle du bon pied, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Et donc, avec la chaîne d'acteurs est importante, s'entourer de partenaires fiables, notamment vos banquiers, et puis faire confiance pour la coordination. Donc, je vais laisser la main à Maëlia pour cette partie qui sera un peu plus bas de bilan, qui on va être sur le nerf de la guerre, qui est oui, les illustrations, tout à fait. Croissance externe. Alors, on nous a pris quelques cas d'école qu'on a eu l'occasion de mettre en place sous les écoles de Martinique et de Guyane. Donc, avec une relation d'affaires entre une société martiniquaise et notre caisse, qui a ce projet de croissance externe sur un marché qui est au Canada. Donc, on les a mis en relation avec notre desk nord-américain, qui les a orientés pour identifier, notamment avec des partenaires que nous avons sur la partie M&A, identifier les cibles. Ils nous ont dit quelles activités les intéressaient. On a identifié les cibles. Il y en a une qui est apparue, qui s'appelle YMCA, qui correspondait en termes d'activité, en termes de structure, en termes de mindset à ce que pourrait créer de l'intérêt pour Balaou Martinique. À ça, ils se sont mis d'accord sur un prêt. Et donc, on est parti sur une stratégie de financement en euros pour cette acquisition, en se disant que pour le moment, on laissait 2-3 ans à la filiale le temps de générer du cash flow et de devenir autonome. Donc, ce prêt bancaire en euros entre la Caisse régionale de Martinique et cette société martiniquaise a résulté d'un closing avec une acquisition en dollars canadiens. Donc, on voit tout de suite notre exposition au risque de change, puisqu'on injecte dans notre pays du dollar canadien et on a l'acquisition de la société.
On arrive sur une deuxième partie où vous rappelez les deux jambes, investissement, financement de l'investissement, puis financement du fonds de roulement. Donc là, on a besoin de CAPEX pour cette société qui a été renommée entre-temps Petit Balaou. Donc, on fait toujours le lien, on garde ce lien avec le marché cible et avec notre desk local pour voir quels seraient les bons partenaires bancaires sur ce marché. On arrive à identifier une banque canadienne sur ce marché qui accepte de rentrer en relation d'affaires avec Petit Balaou. Et pour les raisons que j'expliquais un peu plus tôt, elle n'a pas d'historique. Du moins, elle a un historique, mais pas la nouvelle équipe dirigeante et les nouveaux actionnaires ne sont pas connus de cette banque canadienne. Donc, elle n'est pas en totale confiance pour prêter toute seule. Donc, ce que nous allons faire, et c'est là que on revient sur cette relation de confiance, de partenaire entre la banque domestique et la société mère, Balaou nous demande d'émettre une garantie en faveur de Petit Balaou pour l'opération de Petit Balaou auprès de la banque canadienne. Donc, nous allons contre-garantir un financement qui va être fait par la banque canadienne à Petit Balaou. Donc, si vous regardez bien, on va se retrouver sur un schéma où le financement se fait en dollars canadiens entre la banque canadienne et la société Petit Balaou au Canada, qui sera contre-garantie par le Crédit Agricole de Martinique pour le compte de Balaou. Et ça, c'est le schéma qui est très souvent utilisé, qu'on n'a pas de track record, qu'on a un changement d'actionnaire, changement de dirigeant, parce qu'en général, quand on rachète une société, les actionnaires ils s'en vont rapidement en général. Même les équipes dirigeantes peuvent s'en aller aussi, on essaie de les conserver, mais on ne sait jamais si ça va couler. Et donc, les banques, en général, sont assez frileuses dans ce type de schéma et préfèrent être contre-garanties. On va prendre notre cas, je pense, la croissance organique. C'est la création de filiales industrielles d'une PME au Brésil. Même chose. Discussion en amont entre le Crédit Agricole et puis une société martiniquaise, toujours le Balaou. On identifie qu'ils veulent, ils ont trouvé un marché, ils savent le pourquoi maintenant, la stratégie, parce que le produit est différenciant, il n'existe pas de structure à acheter sur ce marché à ce moment-là. Donc, on part sur une stratégie de création ex nihilo. Donc, on met en contact avec pour le coup, nos collègues de CACIB au Brésil, qui couvrent toute l'Amérique du Sud. Et qui leur donne les conseils et les oriente vers les bons fiscalistes et bons avocats pour créer ce véhicule. Donc, pour créer ce véhicule, il nous faut le financement de l'investissement, donc injection en fonds propres ou en compte courant d'associés, qui se fait via le prêt bancaire en euros. Et ce prêt bancaire en euros dont va résulter l'immatriculation d'une société, le Petit Balaou ou le fils du Balaou, qui va lui permettre de faire des dépenses locales d'implantation en réal Brésil. Alors, on a mis une petite annotation. La différence entre les slides que nous avons vus, c'est la monnaie. Encore une fois, vous voyez, on revient sur un risque de change qui est toujours présent dès qu'on passe les frontières. Mais il y a, on va en parler un peu plus tard. Ici, sur le réal brésilien, on n'avait pas d'autre choix que de faire un financement en euros ou en dollars US, parce que le réal n'est pas transférable. C'est une monnaie qui reste dans son pays. Donc là, c'est un vrai sujet à appréhender en amont pour savoir comment on va faire remonter des flux, comment faire remonter des dividendes, comment on va récupérer le fruit de son travail. Donc, le financement de l'implantation est fait. Même chose, on repasse sur le pendant qui est le financement de CAPEX, avec une desk internationale qui nous met en contact pour le coup avec notre filiale. Pour le coup, on a une grosse présence sur ce marché, donc on va le faire directement avec un Crédit Agricole de Brésil, donc CACIB Brésil. Et même schéma, parce que c'est celui qui va être adopté le plus souvent, un modèle de contre-garantie. Alors, pour le coup, vous voyez l'IBD en dollars US et un financement en réal brésilien.
Donc, on est sur des schémas directs en domestique et en tout cas sur les premières années d'implantation, quel que soit le mode d'acquisition ou d'implantation, souvent des contre-garanties et en tout cas l'importance de la relation domestique entre la société mère et son banquier. Donc, c'est mieux de ne pas arriver au dernier moment en disant j'ai créé une filiale, j'ai un problème, je n'arrive pas à avoir de financement sur mon marché local. C'est des choses qu'on peut appréhender en amont et se préparer, structurer dès le début. Donc, ça reste primordial de l'avoir en tête. Et on peut tout faire. Honnêtement, c'est beaucoup de bon sens et du réseau. En général, vos banquiers ont les deux. Donc, ne pas hésiter à prendre attache avec eux. Je vais laisser la main à Maïga sur la partie plus bas de bilan. Effectivement, une fois qu'on a implanté, on a notre société qui est sur place quand on sécurise notre bas de bilan. Donc voilà, une fois que vous avez déterminé où et comment vous allez vous développer à l'international, vient la question de la sécurisation des transactions, que ce soit à l'import ou à l'export. Il faut savoir comment vous allez garantir vos achats, vos ventes, déterminer l'impact des délais de paiement fournisseurs, clients sur votre BFR et surtout connaître votre exposition au niveau de risque de la monnaie locale. Tous ces points sont à connaître, pour déterminer les outils qui sont adéquats pour maîtriser vos marges et surtout sécuriser votre trésorerie. On a listé les questions que vous devez vous poser dans ces cas-là, c'est-à-dire sécuriser vos achats. Enfin, comment sécurisez-vous vos achats? Comment payez-vous vos fournisseurs, comptant, en acompte ou paiement à livraison? Demandez-vous des garanties à vos fournisseurs? Comment sécurisez-vous vos ventes? Quels sont les impacts sur votre BFR, comme je le disais? Et surtout, avez-vous une exposition au risque de change? Et quelle est la nature de votre future monnaie de transaction? Comme on disait, est-ce qu'elles sont transférables ou non? Alors, pour sécuriser vos opérations, ça passe par deux canaux. Donc, la sécurisation des échanges commerciaux et la couverture du risque de change. Dans les deux cas, la banque a plusieurs solutions pour vous accompagner et qui seront à choisir en fonction du niveau d'exposition et de la connaissance du marché. Alors, quelles sont les caractéristiques des transactions à l'international? En général, c'est que les contreparties, on ne les connaît pas ou peu, l'éloignement, des cultures différentes, un cadre juridique différent, des pratiques commerciales différentes, des devises différentes, et surtout, et ça s'applique aujourd'hui, un contexte économique et politique très tendu. Pour cela, on peut sécuriser le risque commercial et les autres risques soit par deux solutions. Donc, la sécurisation des obligations commerciales, donc l'utilisation de garanties bancaires ou autres produits de ce type, et par la sécurisation des paiements, donc en fonction du choix du paiement que vous ferez. Identifier ces risques permet de mieux choisir le moyen de paiement, mais également le niveau de sécurisation. Alors, quand on parle de risque commercial, on entend par là le risque de crédit de la contrepartie et le risque de fiabilité de la contrepartie. Donc, le risque de crédit, c'est le risque de non-paiement, donc le risque de défaut, et le risque de fiabilité correspond plutôt à la capacité à votre fournisseur pour le coup, à respecter ses engagements, donc en termes de qualité, de quantité de marchandises et surtout le respect des délais de livraison. Les autres risques qui sont associés au risque commercial, c'est le risque juridique, le risque fiscal, culturel comme la barrière de la langue et surtout le risque de transport avec les assurances et les incoterms. Un des risques à prendre en compte particulièrement pour déterminer le choix du moyen de paiement et la sécurisation à mettre en place, c'est le risque pays.
Ce qu'on entend par risque pays, c'est le risque d'incident de paiement d'une entreprise en fonction de sa localisation, mais également on peut aussi en parler en fonction des risques politiques et économiques. Risque politique, pour un exemple, pour le coup, le contexte actuel avec l'Ukraine correspond à un risque politique. Là où le risque économique, on peut penser plutôt à la crise en Grèce, où il y avait eu une fragilité de leur système bancaire. Là, on a voulu illustrer le risque d'un pays et des entreprises. Donc, c'est une carte des évaluations de ce risque qui est faite par la COFAS et qui reprend pour le coup les incidences de non-paiement des entreprises. Et comme vous pouvez le remarquer, de façon globale, 2 tiers des pays sur 162 pays sont notés entre assez élevés et extrêmes. Donc, c'est dans ces cas-là que la sécurisation et le choix du moyen de paiement sont primordiaux. De façon générale, ce qu'on observe, c'est que quel que soit le degré de connaissance du pays en question et le niveau de risque pays, en général, des entreprises payent à vue, donc c'est-à-dire un environnement simple, sans sécurisation. C'est le niveau de risque qui est c'est le schéma le plus risqué, puisque le niveau de risque est au maximum et qu'en fait, au moins une des deux contreparties est totalement exposée. En fonction du niveau de risque, il y a un choix de moyen de paiement et un niveau de sécurisation à prendre en compte. Donc, comme on le disait, au niveau du virement, qui est quand même la solution à prendre en compte dans le cas où le risque est faible, peut être associé quand même à une sécurisation avec la garantie à première demande, qui est en faveur du coup du vendeur, mais qui permet de transférer le risque, par exemple, sur la banque de l'acheteur. Il y a aussi la solution de l'assurance crédit, qui est aussi applicable avec le virement. Ensuite, si le niveau de risque est, on va dire, modéré, un paiement d'un acompte plus ensuite le virement à réception de la marchandise peut être sécurisé par la mise en place d'une garantie de restitution de l'acompte, donc ce qui permet de protéger dans ce cas-là l'acheteur et qui transfère le risque sur la banque du vendeur. Mais la solution exposée juste avant de la garantie à première demande peut également être prise en faveur du vendeur. Ensuite, dans les cas de risque pays beaucoup plus élevés, la remise documentaire et les crédits documentaires sont une solution beaucoup plus engageante. Et la différence entre ces deux produits, c'est que dans le cas du crédit documentaire, la banque est engagée, donc soit la banque émettrice, donc la banque du vendeur, enfin de l'acheteur, pardon, mais dans certains cas, la banque du vendeur peut également être engagée. Donc, c'est une solution qui est vraiment sécurisante pour les deux contreparties. Pour vous exposer un peu plus ce qu'est le crédit documentaire, donc comme je disais, c'est un engagement qui est donné par une banque, donc en l'occurrence la banque émettrice, donc de l'acheteur, à l'exportateur. Donc, c'est un engagement de payer à vue ou en fonction des modalités qui ont été vues sur le contrat commercial. Il est conditionné à la présentation de certains documents, donc qui ont été bien précisés dans les contrats en amont. Il est irrévocable, c'est-à-dire que en dehors d'un accord de l'ensemble des contreparties, la banque émettrice est dans l'obligation de payer et il est indépendant par contre du contrat commercial, c'est-à-dire que juridiquement parlant, il s'agit de deux contrats bien distincts. Alors, pour vous expliquer une ouverture d'un crédit documentaire, donc dès que le bénéficiaire et le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord au travers de leur contrat commercial, le donneur d'ordre, donc l'acheteur, peut solliciter sa banque pour l'ouverture d'un crédit, donc d'un crédit documentaire. Dans le cas où l'accord est favorable, la banque de l'acheteur transmet un message SWIFT, donc qui est un canal de communication entre banques, un message SWIFT avec le crédit en question, donc donnant leur accord pour le crédit documentaire. La banque du bénéficiaire notifie son client qu'il a reçu
ce crédit documentaire avec ou sans confirmation. Donc, pour vous expliquer la différence entre un crédit confirmé et un crédit juste notifié, c'est le niveau de sécurisation qui est différent. Donc, dans le cas d'un crédit documentaire qui est uniquement notifié, donc il s'agit d'un engagement de paiement qui est donné par la banque émettrice, donc la couverture de risque est sur l'acheteur. Et dans le cas d'un crédit documentaire confirmé, il y a deux engagements de paiement, c'est-à-dire qu'il y a l'engagement de paiement de la banque émettrice, mais également de la banque confirmante. Donc, dans ce cas-là, il y a deux protections. Donc, pour réaliser dans les faits un crédit documentaire, une fois qu'on a donné l'accord et que le vendeur est au courant qu'on a fourni un crédit documentaire à son acheteur, il lui expédie la marchandise, ou en tout cas dans le cas où c'est une production de service, il produit le service en question. Il présente les documents à sa banque, qui va transmettre ces documents, qui les examine et qui les transmet à la banque émettrice, qui, elle également, va examiner les documents, voir s'ils sont conformes à ce qui était mentionné dans le crédit documentaire. Dans le cas où c'est conforme, les fonds sont envoyés à vue ou à échéance. À échéance, on parle de 30, 60, 90 jours, à la banque du bénéficiaire. Et en même temps, le compte du client est débité du montant de la valeur de la transaction. Les fonds sont transmis au vendeur et la banque émettrice transmet les documents finaux à l'acheteur. Donc, comme on expliquait, le crédit documentaire est une solution de sécurisation, mais c'est également un moyen de financement. Donc, on vient présenter le cas où on pouvait faire un virement en open account, donc un simple virement, qui est la solution à utiliser dans les cas où le risque est faible, mais le crédit documentaire est à utiliser dans le cas où un risque est fort, mais administrativement, c'est quelque chose de beaucoup plus lourd que les deux autres solutions qui nous ont été présentées. Il est clairement privilégié pour des entreprises qui réalisent des transactions de certains montants, de montants significatifs, et également dans des cas où vous ne connaissez pas ce fournisseur, donc un nouveau fournisseur, ça peut être beaucoup plus sécurisant. Et du côté de l'export, quand vous ne connaissez pas le client, c'est beaucoup plus sécurisant, ça rassure les deux, et ça peut également être un argument de négociation pour assurer soit votre fournisseur, soit votre client. C'est la seule solution qui permet de sécuriser les deux parties. L'ensemble des autres produits qui vous ont été montrés sont soit en faveur de l'acheteur ou du fournisseur. Là, c'est les deux contreparties qui sont sécurisées. Ils peuvent également être adossés à des solutions de paiement sans pour autant nécessiter une nouvelle instruction de la part des banques. Ce que j'entends par autre solution de paiement, par exemple à l'export, si vous êtes un bénéficiaire du crédit documentaire qui a été émis, par exemple, par le Crédit Agricole, le fournisseur, donc du coup celui qui bénéficie du crédit documentaire, peut solliciter le Crédit Agricole pour avancer les fonds, ce qu'on appelle une escompte. Dans le cas d'un apport, donc dans le cas où vous avez négocié avec votre fournisseur, vous avez mis en place un crédit documentaire, votre banque émet le crédit en question et au moment du paiement, vous pouvez solliciter auprès de votre banque pour qu'il avance les fonds. C'est-à-dire que si le paiement était normalement dès réception de la marchandise, à ce moment-là, la banque peut avancer les fonds et vous débiter de façon différée. Donc, ce sont des solutions de facilité et également des financements, mais ça permet aussi de montrer que on a une solution pour à peu près tout pour pouvoir vous accompagner facilement.
Ensuite, puisqu'on a beaucoup parlé de la sécurisation des échanges commerciaux, mais le deuxième point, c'est la couverture de change. Donc, pourquoi il faut se couvrir? Pour différents points. Il y a d'abord la sécurisation de vos marges commerciales. Ensuite, réduire la volatilité de vos revenus. Sécuriser les budgets dont votre résultat. Couvrir votre risque bilanciel et sécuriser le financement d'une acquisition. Donc voilà les principales raisons pour lesquelles il faut vous couvrir. Le timing pour la mise en place de ces couvertures dépendra de plusieurs facteurs, dont la possibilité d'ajustement de vos prix, puisque parfois la fluctuation de vos prix n'est pas évidente, la visibilité sur votre activité, vos convictions et anticipations, le spot du moment, les cours budget passés, votre concurrence, c'est-à-dire également votre capacité à faire évoluer vos prix, et la couverture déjà engagée, c'est-à-dire votre niveau d'engagement à ce stade en termes de couverture de change. Alors, la diversification des stratégies offre de la souplesse, mais la proportion retenue pour les répartir dans vos stratégies vont dépendre. Ça va dépendre de votre activité, puisqu'en fait, en fonction de votre secteur d'activité, les stratégies à mettre en place en termes de couverture ne seront pas les mêmes. La sensibilité de vos marges aux variations de change, votre capacité à répercuter les variations de change sur vos prix et de la part de votre chiffre d'affaires lié à une devise. Et enfin, votre couverture à micro ou macro exposition, c'est-à-dire macro. Alors, pourquoi se couvrir? Le risque de change, ça représente une donnée cruciale lorsqu'on fait de l'import ou de l'export. Comme vous pouvez voir sur l'image de la présentation, pour ce cours, il y a eu une énorme variation du taux, donc soit moins de 10% sur la période donnée, ce qui montre qu'en fait, on peut être facilement exposé si on ne prend pas en considération ces changements. Les conditions dues à l'Ukraine sur les dernières années, par exemple, depuis 2022, nous ont montré que c'est un sujet qui n'est pas forcément pris en considération par tout le monde, parce que jusqu'à maintenant, il y avait peu de volatilité des devises, mais on se rend compte ces derniers temps qu'il y a soit des opportunités pour justement améliorer sa marge, ou au contraire, des moments où il faut prendre des couvertures pour limiter l'exposition à certaines variations des devises. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais laisser Yannick finir sur les deux autres points. Alors, on a couvert les deux premiers cadrans de notre schéma. On va arriver sur, on revient plutôt, comme je l'ai dit, c'est pas une présentation qui peut être linéaire. Financer son développement. On a vu les façons de se financer pour l'implantation, pour le CAPEX. On va plus, pour le coup, parler de financements qui sont peu utilisés par nos clients, qui sont habitués aux prêts bancaires. On a été la France sur le marché bancaire et alimenté essentiellement par de l'aide bilatérale. On va parler d'autres façons de se financer et en expliquant par rapport au BFR. Donc, juste une distinction, on vous a mis sur la colonne de droite le nombre de jours, les délais de paiement, en fonction c'est les moyennes délais de paiement par pays, sachant que nous sommes en France sous la LME, donc normalement, on devrait être sur les 60 jours. Comme vous pouvez le voir, ça dérape assez rapidement dans certains pays, qui sont notamment limitrophes à la France continentale, notamment l'Espagne à 80 jours, le Maroc 79, 77. Donc, en général, le BFR international, il est caractérisé par, en général, il est beaucoup plus long, il est beaucoup plus important. Il est aussi exposé à l'inflation locale. Il est exposé au risque de change, une fois de plus, et notamment par les sujets de transport. Donc, on a un BFR qui a financé à l'international qui est structurellement plus important que son BFR domestique. Donc, le risque de non-paiement est plus élevé.
quand on est dans une position d'exploitateur. On ne connaît peu ou pas sa contrepartie, comme on l'expliquait dans les caractéristiques d'un échange commercial international. Donc, on revient sur les sujets que Malia a évoqués pour sécuriser, notamment les sujets de trade et l'utilisation probablement trop systématique de l'open account. J'espère qu'après cette présentation, vous réfléchirez avec vos banquiers à comment, en fonction du risque de pays, du risque de la contrepartie, comment mitiger ce risque. Donc, nous pouvons aller sur des solutions qui sont pas souvent utilisées, mais l'idée de ce slide, c'est de vous montrer qu'en dehors de la dette bilatérale, vous avez un poste client qui peut être mobilisé. Vous avez des créances qui peuvent être utilisées comme source de financement et qu'il faut en parler avec votre banquier dessus, notamment sur la partie BFR. On peut aller sur l'autre slide. Si on fait le déroulé complet avec les différentes phases de l'achat à l'encaissement, vous allez voir que les solutions de financement, il y en a chez les banquiers. Il faut juste se coordonner avec lui en fonction du coût, de la structure, de l'appétence au risque. On peut aller dessus. Et vous retrouvez ce que Maïa a présenté précédemment avec les acomptes clients, le CREDOC, les préfinancements avec BPI France, et puis des solutions de type avance en devise ou escompte de CREDOC. Donc, sur tout le schéma de la négociation commerciale au paiement, on a les moyens de sécuriser et de financer, et les deux vont de pair. Donc, il faut vraiment travailler avec son banquier qui comprenne bien votre cycle de production, votre cycle de vente pour adosser les meilleures solutions. Là, on a fait une juxtaposition pour être exhaustif, mais en général, c'est de la composition au cas par cas. Là, on va aller très rapidement, c'est ce que vous connaissez le mieux, c'est vraiment faire circuler le cash. La seule annotation qu'on fera, c'est toujours prendre en compte la notion de change, du risque de change, de la notion de transférabilité des devises. Votre banquier pourra vous accompagner, notamment sur ces sujets. Après, les outils, les banques communiquent entre elles via SWIFT, un réseau de banques sécurisées. Donc, pour le coup, c'est assez robuste. Ce qu'on peut dire, c'est uniquement l'adossement d'outils de sécurisation qui vous ont été montrés précédemment, qui vont vous être utiles parce que le cash, il va circuler. Votre risque, c'est le risque politique, c'est votre risque de contrepartie, essentiellement. Donc, la structure est en place, c'est vraiment ces risques qu'il faut gérer. Et puis, dans l'optimisation, on est en capacité aujourd'hui de faire des placements. Vous avez vu les taux d'intérêt ont augmenté. On est en capacité de faire des placements de devises exotiques. Alors, jamais pour de la spéculation, mais toujours dans un cadre de bon fonctionnement de la société. On sait qu'on a un budget d'achat en dollars, 2 millions d'euros. On a un cours spot qui nous est favorable et on anticipe une baisse du taux spot. On peut acheter, accumuler et faire des petits avec, mais parce qu'on sait qu'on aura besoin de dollars bientôt pour la filiale qui comme on l'a vu au Canada ou ailleurs. Donc, ces sujets-là sont abordés. Vous avez vu, on a le 4e cadran, c'est quand tout se passe bien dans l'optimisation. Donc, on va laisser la parole à Christine, qui est à New York, qui va nous faire un partage d'expérience sur comment elle accompagne nos clients français, notamment martiniquais, sur le continent nord-américain. Merci beaucoup, Yannick et Maëla. Bonjour à tous. Hello, everyone. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien. OK, donc, moi, je suis Christine Adams. Je suis en charge, en fait, de l'International Desk Amérique du Nord pour le groupe Crécol. Je suis basée au sein de Crécol CIB à New York. Nous sommes une équipe de 2 Odesk. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à ce webinaire. En fait,
moi en tant que webinaire à distance à New York, pour vous présenter brièvement les aspects bancaires à prendre en compte quand on approche le marché États-Unis-Canada, en fait, parce que ça, c'est les deux zones que je couvre. Et je voulais aussi vous présenter un peu notre offre vis-à-vis des desks en collaboration avec nos collègues de caisse régionale. Donc, voilà le map-monde du réseau des International Desks dont on fait partie. Nous sommes 15 International Desks couvrant 90 pays. Nous sommes vraiment, notre mission, c'est d'accompagner la clientèle du groupe Récolte, que ce soit des startups, des PME, des ETI, principalement sur les besoins bancaires. Donc, nous sommes des équipes commerciales, biculturelles, polyglottes, qui sont bien intégrées dans la région que nous couvrons. Et nous travaillons en symbiose entre nous, les desks, parce qu'il y a plusieurs clients qui vont approcher différents marchés ou qui sont dans plusieurs marchés. Donc, nous sommes vraiment une équipe à taille humaine. Et aussi, nous allons travailler en parfaite symbiose avec nos collègues du groupe Crécole, en fait, de caisse régionale, avec nos collègues experts internationaux et les chargés d'affaires entreprises, justement pour que la relation de confiance client se poursuit à l'étranger, en fait, pour que le client soit bien accompagné. Vous pouvez penser à nous, les desks, comme des assembleurs de solutions pour que le client ne perd pas de temps et trouve les bonnes solutions et les services sur mesure. Il y a trois types de desks, parce que chaque pays a son propre cadre, en fait. Donc, il y a les desks qui sont leur propre charge d'affaires, qui ont leur propre portefeuille des comptes et des financements, donc ce qui peut être le cas, par exemple, en Asie, en Amérique latine. On a des desks qui vont plutôt se focuser sur les services, en fait, de nos filiales bancaires, de banques commerciales, par exemple, au Crédit Italia. Il y a des desks comme moi où je suis basée au sein de Crédit CIB, qui est la banque d'investissement du groupe, qui est plutôt focus sur les clients large cap, en fait, une banque d'investissement. Mais la mission du desk, c'est plutôt d'accompagner les clients qui sont plus petits, qui ont des besoins plutôt banque commerciale. Et du coup, on va travailler avec les partenaires, en fait, bancaires sur place. Vous avez de droite la service qu'offre le réseau des desks. Donc, quand vous êtes primo-exploitateur à la recherche des informations, en fait, sur le marché, nous sommes à vos services pour justement vous créer un peu le marché, les habitudes, les moyens de paiement, comment faire du culturellement. Le cœur de l'activité, c'est vraiment des ouvertures de compte. Je vais vous évoquer un peu plus de détails tout à l'heure. Quand vous êtes sur place dans un pays et vous avez vous êtes en croissance et vous avez besoin de gestion de trésor un peu plus sophistiquée, on peut travailler en coordination avec la caisse régionale pour justement ajouter cette brique de plus de services sophistiqués, que ce soit par exemple des services SWIFT, en fait, MT101, MT 940. On a des collègues Trade and Export Finance en interne chez CACIB et aussi des contacts chez les banques commerciales qui peuvent intervenir sur les sujets de réémission de garantie ou confirmation quand c'est émis par la caisse régionale, par exemple. Je vais parler tout à l'heure, en fait, sur les financements spécifiquement sur l'Amérique du Nord. Et puis, on a tous les desks un carnet d'adresses assez vaste avec des partenaires du sphère public, du sphère privé, aussi des prestataires, que ce soit des avocats, des comptables. Donc on agit en direct sur la partie bancaire, mais aussi, étant sur place, on a quand même pas mal de contacts locaux. Donc, pour la prochaine slide, s'il vous plaît. OK. Donc, je voulais vous évoquer d'une manière assez brève un snapshot sur le panorama bancaire aux États-Unis. Donc, c'est assez atypique par rapport pour un pays si développé. C'est un secteur très fragmenté à cause du système fédéral du pays. Donc, on a aujourd'hui à peu près 4700 banques commerciales qui sont couvertes par le FDIC, le Federal Deposit Insurance Corporation, qui est le gouvernement fédéral. Il y a trois types de banques
qu'on peut retrouver, donc on a les grandes banques américaines multinationales, money centers, qui sont les marques que vous devrez reconnaître, comme les JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank. Après, vous avez les banques régionales qui peuvent quand même avoir des tailles assez importantes dans plusieurs États. Et vous avez après les toutes petites banques locales qui ont quelques agences autour d'une ville, mais qui sont très connectées à l'écosystème local, qui ont un pouvoir de décision local. Je le cite parce que parfois, vous pouvez vous trouver devant vous une contrepartie américaine qui est client de cette toute petite banque locale parce qu'il a une super offre locale, financement, etc. Par contre, c'est un frein pour le business international parce que ces petites banques ne sont pas forcément reliées au SWIFT, doivent passer par une banque correspondante. Ils ont moins de solutions, produits en fait, et de connaissances pour le business à l'international. On est un pays qui est très augmenté au niveau bancaire, comme beaucoup d'autres pays, y compris la France et le Canada, hein. Aux États-Unis, ça a été beaucoup boosté après les événements du 11 septembre avec l'acte Patriot, USA Patriot Act. C'était à l'époque pour vraiment mettre en place des mesures conformité pour lutter contre les activités terroristes et blanchiment d'argent. Donc, on a tout un jargon qui vient avec, qui est Anti-Money Laundering, AML, tout ce qui est anti-blanchiment d'argent. Know your customer, KYC, connaître votre client. Donc, vraiment connaître, il faut remonter jusqu'au bénéficiaire ultime. Et donc, les banques américaines il y a beaucoup de banques américaines qui ont pris un recul depuis ce moment-là pour les aspects, pour les entités et les personnes non US. Mais via le desk, et le Crécole, on a des partenaires légers qui peuvent justement étudier des informations grâce à notre relation avec nos clients. Pour le Canada, un mot rapide. Donc, il y a beaucoup de similarités avec les États-Unis vis-à-vis du marché bancaire, mais il y a aussi des différences. Déjà, c'est un marché bancaire qui est plus concentré. On a 6 grandes banques qui contrôlent l'essentiel du marché, qui sont assez haut placé vis-à-vis des rangs en fait des banques les plus sécures, qui sont rigoureusement supervisées. Il y a énormément de flux entre le Canada. Facilement ouvrir les comptes en dollars US qu'en dollars canadiens. Je dirais que c'est pas le cas aux États-Unis pour les PME américaines. Aux États-Unis, une banque américaine aurait du mal à avoir un compte multidevise. Les banques, et puis après, les banques canadiennes sont reliées au SWIFT très facilement. Ils sont très tournés à l'international. Pour la prochaine slide. OK, merci. Donc, pour parler des comptes, ce qui est vraiment, comme j'ai indiqué, le cœur de l'activité du desk. Donc, si vous êtes une société française, martiniquaise, qui exporte et qui n'est pas encore prêt à s'implanter, mais qui veut tester le marché, mais qui veut donner quand même un accès aux Américains de payer domestiquement, parce que ça peut être un outil de prospection, parce que les Américains n'aiment pas trop envoyer des virements chers à l'international. Il y a certains qui le font, ça dépend des secteurs, mais à savoir qu'il y a un outil qui s'appelle le compte résident qui vous donne un accès on peut ouvrir un accès au système bancaire domestique, en fait, parce qu'il existe, par exemple, les ACH, qui est un peu notre SEPA local, hein, qui fait c'est pas des virements, c'est une plateforme différente qui est moins chère, en fait, pour les payeurs américains. À savoir que c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de banques qui acceptent de faire ces genres de choses, mais nous avons nos solutions. Il y a le compte résident. Donc, ça, c'est le compte classique de la filiale nord-américaine qui s'implante. À savoir qu'il n'y a pas ce besoin de compte de dépôt de capital comme vous avez pour les sociétés françaises, hein. Vous créez la société, vous obtenez le numéro fiscal et les documents d'immatriculation, et puis ensuite, vous ouvrez le compte. Et c'est nous, le Créco, qui va faire la lettre de recommandation bancaire auprès de notre banque partenaire. Et à savoir que toute banque va devoir avoir besoin de tous les éléments que vous avez besoin de fournir à toute autre banque. C'est organigramme sur la
la société, le groupe, qui sont les actionnaires ultimes, en fait, qui remontent jusqu'aux individus, et puis les copies de passeport, en fait, les associés des signataires. Notre avantage via le desk et le Crécole, c'est que vous bénéficiez de votre historique avec nous pour que vous soyez présenté auprès d'une banque qui accepte en fait d'ouvrir un compte à distance et aussi de le gérer à distance. Donc, même si vous avez une filiale aux États-Unis ou au Canada et vous embauchez quelqu'un sur place, peut-être vous souhaitez quand même contrôler tout depuis la France. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible via nos partenaires. Prochaine slide. Un mot sur le financement. Donc, Yannick avait déjà pas mal évoqué en fait vis-à-vis des financements, mais spécifiquement sur l'Amérique du Nord. Donc, je fais écho à ce qu'il avait dit. Effectivement, les taux sont très chers en Amérique du Nord. Donc, beaucoup de nos clients se financent plutôt en France parce que c'est beaucoup moins cher et moins lourd. Et surtout pour les nouvelles filiales qui s'implantent parce qu'ils n'ont pas encore le cash flow nécessaire pour montrer à la banque nord-américaine qu'elles peuvent rembourser le prêt. Le concept d'historique de crédit est très important. Ceci dit, on a quand même les clients qui souhaitent que la filiale locale se vole de ses propres ailes. Dans ce cas-là, parce qu'effectivement, il faut quand même à un moment ou un autre devenir un acteur sur place comme les autres, donc et demander des financements, bâtir des historiques de crédit. Dans ce cas-là, pour une société qui n'est pas encore credit-worthy, qui n'a pas encore la capacité à montrer à la banque américaine ou canadienne qu'elle peut rembourser sa dette tout seul, en fait, en termes de cash flow, c'est nous, de Crécole, qui peut étudier le dossier et au cas par cas, émettre une garantie. Donc, c'est la Caisse régionale qui émet la Standby Letter of Credit. Et c'est la banque américaine qui est partenaire chez nous qui peut accepter en direct pour justement financer la filiale locale. Et ça peut se faire aussi en coordination avec BPI France qui peut backer aussi le Crécole, la Martinique, Guyane, par exemple, dans ce cas-là. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'aviser les clients sur les avantages et inconvénients et puis assurer aussi la bonne coordination avec la banque américaine et mes collègues français, justement pour la mise en place de la Standby Letter of Credit si besoin. OK, prochaine slide. Et aussi, juste pour faire écho sur les sécurisations des opérations, il y a à la fois des options assurance crédit pour les exportateurs ou les filiales locales, mais aussi nous, aux États-Unis en particulier, on est très Standby Letter of Credit encore une fois. Donc, ça, c'est plutôt une SBLC commerciale. Donc, c'est plutôt une garantie de backup où c'est votre acheteur nord-américain qui va mettre en place auprès de sa banque et c'est vous en tant qu'exportateur français qui est le bénéficiaire. Donc, c'est plutôt la SBLC qui vient à jouer en cas de défaut du paiement de votre acheteur, en fait. Donc, c'est mis en jeu à ce moment-là. Et juste vous donner quelques problématiques typiques et puis les solutions offertes par nous. Donc, comme j'ai indiqué, vous pouvez être une société exportatrice ou vous pouvez être aussi une société importatrice. On a des clients qui importent des pièces détachées des États-Unis et qui ouvrent un compte de résident et payent par carte débit, en fait, ces pièces détachées. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de possibilités, en fait, dans ce cas-là, mais c'est aussi pour la société exportatrice, comme j'ai évoqué tout à l'heure. La société filiale américaine ou canadienne qui s'implante, donc un compte résident avec la capacité de tout gérer à distance depuis la France pour vos flux. Et aussi, on a tous un accès en ligne, en fait. On peut avoir, les signataires ont le pouvoir le contrôle complet, mais après, il y a les users ou les utilisateurs sur l'accès en ligne qui ont le contrôle limité, en fait. Donc, vous pouvez avoir des paramètres assez sophistiqués chez les banques nord-américaines. Et puis, comme j'ai indiqué, on a, par exemple, si vous allez vous implanter en Amérique du Nord et vous allez louer un bureau ou un entrepôt ou une boutique, où vous avez besoin d'un appel d'offres, en fait, de faire un appel d'offres, et vous avez besoin par exemple, avec un loyer, le propriétaire vous demande de bloquer un compte, en fait, pour un pourcentage de votre loyer. Vous pouvez débloquer votre trésor pour justement faire une émission de Standby Letter of Credit depuis le Crécole
Martinique-Guyane, et puis une réémission sur place via nos collègues des CACIB à New York ou Toronto. On a des équipes International Trade and Transaction Banking, ITB, qui sont en mesure en fait de travailler en lien là-dessus. On a aussi des collègues MNC, Multinational Corporate Coverage, qui peuvent faire des financements les plus gros des ETI. C'est plutôt une équipe qui finance les activités des large cap filiales américaines et canadiennes des clients étrangers, mais au cas par cas, ils peuvent aussi étudier ces types de dossiers. Sinon, on travaille avec les banques partenaires. Et puis dernièrement, on a pas mal de clients qui sont déjà sur place via une acquisition. Et ils ont décidé de garder la banque de la cible pour X raisons, pour la facilité. Et puis un jour, ils demandent un financement et ils se trouvent devant une petite banque locale qui n'a pas la capacité à financer une société d'accès étranger. Dans ce cas-là, on peut proposer nos banques partenaires et encore une fois, faire une étude si besoin d'une garantie sous forme de standby letter of credit auprès de la banque américaine ou canadienne locale pour faire des financements. On fait des financements court terme. Donc, aux États-Unis, c'est la ligne de crédit et au Canada, c'est la marge de crédit. Donc, ça, c'est 1 an renouvelable. Et puis, la standby letter of credit, c'est clause evergreen renouvelable automatiquement. Donc, il y a des paramètres avec le langage. Et puis, sinon, il y a des prêts CAPEX moyen terme d'environ 5 ans maximum, en fait, mais qui peuvent avoir un schéma d'amortissement plus souple, en fait, sur 15 ans, par exemple. Et en conclusion, donc, je voulais juste passer le mot que le marché Amérique du Nord est un vaste marché avec énormément d'opportunités d'affaires. On a souvent nos clients qui disent que ce marché est vraiment le plus grand pour leur secteur. Ceci dit, ne pas oublier les aspects bancaires et allez voir votre charge d'affaires entreprise et internationale bien en amont de votre projet afin que nous puissions vous aviser et mettre en place des solutions adéquates, en fait, pertinentes selon vos besoins et votre projet. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Christine, et merci à toute l'équipe de Crédit Agricole pour cette présentation. Très utile. Moi, j'ai beaucoup apprécié les commentaires sur l'open account parce que ce sont des problématiques qu'on rencontre souvent, nous, au niveau de l'accompagnement. Et j'espère que les entreprises ont bien entendu les conseils qui ont été apportés sur cette question précise. En parlant de questions, on a quelques-unes qui ont été posées dans le chat que je vais reprendre et je vais vous laisser y répondre. Alors, il y a une personne qui nous dit « Nous avons des clients situés hors zone euro ou dollar américain qui achètent une prestation de service. Exemple, certains sont au Canada. Proposez-vous au Crédit Agricole Martinique un compte d'entreprise multidevises pour faciliter les transactions internationales et réduire les frais prélevés à chaque transaction. Nous sommes implantés en Martinique. » Alors, la réponse est oui. C'était le dernier slide de ma partie. On ouvre des comptes en devises sur les devises majeures, donc les devises qui sont transférables, dont le CAD. Et on a pas mal de clients qui utilisent les principaux comptes qu'on a en devises en Martinique. Ça va être le GBP, le CAD et l'USD. On a très peu de CNY. On a très peu d'autres devises. Honnêtement, ça va être les 3 devises majeures. Donc, on est dans une configuration très classique au Crédit Agricole. Merci. Est-ce que ça a répondu à la question? Je vais vous répondre dans le chat. J'ai aussi une question sur la contre-garantie. Comment ça se passe pour obtenir une contre-garantie dans les schémas que vous avez présentés? Si tu veux repasser le slide. Alors, une contre-garantie, une garantie, c'est un engagement en bilan, mais ça reste un engagement bancaire pour une banque. Donc, c'est un engagement de pallier aux défaillances de son client. Donc, ça veut dire que si on contre-garantit un prêt bancaire de $1 million, si notre client, si l'emprunteur fait défaillance, nous allons être appelés à la première demande, nous allons débiter $1 million. Donc, ça veut dire qu'on est dans un schéma classique d'octroi de financement. Octroi de crédit, octroi de financement. Là, il n'y aura pas de décaissement de trésor, mais il y a bien un risque financier. Donc, on rentre dans un schéma classique avec votre banquier. Il fera la même étude
quasiment la même étude que si il devait faire l'autre de financement. Donc, il s'assure que le projet qu'on va financer sous-jacent est fiable, ou il s'assure que vous avez la capacité à pallier aux engagements de votre filiale, c'est sur ce schéma-là qu'on était, en cas de défaut de cette dernière. Donc, on est sur un schéma de crédit classique. Merci beaucoup. Alors, quelle solution possible pour les entreprises caribéennes souhaitant développer une activité du type site e-commerce en Martinique? Une ouverture de compte est-elle envisagée pour Martinique? Alors, je crois qu'on a été confronté déjà à ce sujet. Il faut, en tout cas sur notre solution Crédit Agricole, il faut une immatriculation locale. Les solutions qu'on a aujourd'hui ne permettent pas de faire du compte non résident pour ce type de solution. Donc, il faut un sirène local, et à partir de là, alors, ça va être très simple, hein. On sera sur une chaîne informatique, hein, une immatriculation véhicule juridique et fiscal, bien évidemment. Et derrière, il y a de cette technologie. On n'a pas besoin d'avoir les serveurs en Martinique, ni les dirigeants en Martinique, mais il nous faut un véhicule juridique en Martinique. Pouvoir faire un site marchand avec le module de paiement. C'est ce qui intéresse la personne qui a posé les questions, avec des solutions d'acquisition multi-devises, entre autres. D'accord. Est-ce que les solutions documentaires, donc le crédit documentaire, la remise documentaire, ce sont des solutions qui sont très utilisées aujourd'hui, justement avec le changement de contexte. De plus en plus. En fait, on s'est rendu compte, avant même le conflit Ukraine-Russie, le fait qu'il y ait eu post-Covid, quand ça commence à se défendre sur le Covid, il y a eu des retards accumulés au niveau des ports de Shanghai, de l'Asie du Sud-Est. Et donc, c'était au plus rapide et pour la sécurisation. Donc, on est arrivé sur un choc d'offres. Et ces outils sont devenus primordiaux parce qu'on a eu un coût de transport qui a flambé. Si vous en rappelez, on arrivait sur plus de 20 000, plus de 20 000 dollars le conteneur. On arrivait en même temps, le pétrole avait augmenté. Donc les coûts, les frais d'approche ont explosé, plus une offre qui ne suivait pas. Et donc, pour sécuriser, les fournisseurs, ils ont demandé les meilleures garanties possibles. Et donc, il y a eu le crédit documentaire. Et nos clients aussi, pour s'assurer que la marchandise serait conforme et arriverait à bon port, ont enfin utilisé ce type d'outil. Donc, on a vu effectivement une pratique qui a changé et qui, en contexte normal, continue d'être utilisée parce qu'il est utile. Encore une fois, quand on connaît peu ou pas sa contrepartie, je considère que c'est un must, vraiment. Il faut pas s'en passer. Et en général, la question du coût va intervenir, mais honnêtement, en tout cas, au Crédit Agricole, on essaie d'être sur un coût qui est le plus faible possible. Et si on rapporte au risque de no-pay account sans livraison de marchandises, il n'y a pas de sujet. C'est considéré que c'est une prime d'assurance. C'est vraiment une prime d'assurance que vous payez. Avec en plus un service qui est l'analyse des documents qui ont été actés entre un acheteur et un vendeur, s'assurer que la marchandise a bien été embarquée sur le bon navire, qu'il est bien à destination de la Martinique, que c'est bien, si vous avez commandé 1000 poupées, que ce sont bien 1000 poupées et pas 1000 boîtes de cigarettes. Donc, il y a du service, de l'assurance, même en temps normatif, en période normale, et encore une fois, avec des contreparties sur si vous aviez un conflit commercial, il serait difficile, et nous, banques aussi, difficile d'aller appréhender et de le régler. Parce que, on n'est pas sur le même système juridique, et ça, c'est l'un des intérêts du crédit documentaire, c'est que ce sont des règles internationales, c'est l'ICT. Donc, toutes les banques qui participent au crédit documentaire, donc les banques internationales, doivent gérer ces usances. Donc, en termes de conflit, c'est réglé très facilement, très proprement. Donc voilà, donc, il ne faut pas se priver de cet outil dès qu'on travaille avec un pays qui n'est pas son pays domestique. Et notamment, on a des clients qui le font avec des pays européens.
On se dirait que c'est beaucoup plus facile. Mais pays européens ou limitrophes, comme la Turquie notamment, ou même l'Espagne, parce que les pratiques ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a des pays, un avocat qui connaissent le droit espagnol pour aller récupérer sa dette, sa créance ou sa marchandise, ben, c'est des coûts qui ne sont pas prévus, qui, je vous assure, sont beaucoup moins chers que beaucoup de la sécurisation via les documentaires. Beaucoup plus cher. Et ce, même sur un marché comme les États-Unis, justement, le risque est réduit et où la pratique, en fait, c'est de payer en virement. Mais vous ne connaissez pas votre contrepartie. C'est comme il y a 1 million de garagistes, vous tombez sur le mauvais, vous n'avez pas le service rendu. Donc, quand on ne connaît pas, c'est la première règle, quel que soit le marché, on ne connaît pas. Même en métropole, on est en Martinique, on a un fournisseur qui est en métropole, on ne le connaît pas, crédit documentaire. Par rapport à la question concernant le site e-commerce, oui. C'est le site est à l'étranger, en fait, mais qu'il est accessible à des consommateurs martiniquais. À ce moment-là, s'il est déjà multidevise, s'il est déjà. Alors, je vais reprendre la question parce que les personnes qui sont en ligne n'ont pas entendu. Donc, on disait si le site est hébergé ailleurs, donc à l'étranger, mais est accessible aux clients martiniquais, est-ce que, même s'il est multidevises, est-ce que c'est possible d'avoir un compte au Crédit Agricole Martinique? C'est possible, mais il nous faut une immatriculation. Dans tous les cas, la structure doit être associée de droit français. Donc, on peut faire une succursale, on peut créer une succursale, immatriculer, mais il nous faut une société. On ne fait pas de compte non résident. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour cet atelier très intéressant, pour toutes les informations apportées, puis le complément de réponse aux questions. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez des questions pour aller plus loin dans les accompagnements, non seulement bancaires, mais autour en fait, de votre projet à l'international. Il y a d'autres partenaires qu'on peut mobiliser pour vous apporter des réponses à ces questions-là. Je vais vous rappeler nos coordonnées donc, qui sont à la fin de la présentation en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Donc en Martinique, vous avez en référent pour les secteurs tech et services et industrie cleantech, donc la ligne du GIEI, agrotech, donc tout ce qui est agroalimentaire et art de vivre, santé, cosmétique, beauté, mode, voilà, c'est moi, Vanessa Victorin. Pour tous les secteurs, Raïssa Gourinkian en Guadeloupe et Patricia Cabu en Guyane. Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et puis, on a parlé de devises transférables, de devises non transférables. Demain, on a 2 ateliers, donc un sur le Sénégal et un sur le Japon. Donc, je vais terminer l'atelier sur une question. Est-ce que les devises japonaises et sénégalaises sont transférables? Alors, je vais répondre pour le Sénégal, honnêtement. Regardez si c'est du français ou pas. Donc non, la réponse est non, tout simplement. Et, le yen, oui, bien sûr, ça fait partie de devises majeures. On peut ouvrir des comptes, on a des clients qui ont des comptes en devises yen japonaises. Très bien, merci beaucoup. Bon après-midi à tous et on vous retrouve demain pour ces 2 ateliers. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.